Euh, vous me dites, hein, Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cet atelier aborder le marché du travail. Je voulais également saluer les personnes qui nous suivent en ligne. Donc aujourd'hui, on va vous donner un peu plus d'informations sur comment se préparer à la recherche d'emploi. Si j'arrive à avancer. Donc, vous donner des pistes pour vous aider à faire votre CV aux normes canadiennes, à faire la lettre de présentation, à vous préparer à l'entrevue. Donc, on va évoquer différents éléments, différents points au cours de cette conférence, notamment tout ce qui concerne la recherche d'emploi, quelle stratégie adopter, quels sont les outils pour justement vous aider à adopter des stratégies. On va également parler du curriculum vitae, comment on fait un curriculum vitae selon les normes canadiennes. On va aussi parler de la lettre de présentation. Bien évidemment, ensuite, on va évoquer tout ce qui concerne l'entrevue d'embauche et enfin, on abordera le marché caché de l'emploi et le réseautage pour trouver un emploi sur ce marché caché de l'emploi. Donc, pour ce faire, je suis accompagnée de trois intervenants qui vont aujourd'hui faire partager leur expertise et leur connaissance du marché du travail canadien. Donc, je suis accompagnée de Claire, excuse-moi pour ton nom, de Claire de Mia Soubestre. qui est conseillère en mobilité internationale à Pôle emploi, Aïssatou Sonko, qui est gestionnaire de programme en employabilité au sein de la Société économique de l'Ontario, et François Affan, directeur général auprès du Conseil de développement économique des territoires du Nord-Ouest. Pour ma part, mon nom est Caroline de Chloé et je représente le service d'immigration de l'ambassade du Canada en France. Donc, je travaille pour IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Et parler donc des stratégies de recherche d'emploi. Donc, je laisse la parole à Claire pour aborder ce point. Donc, quels sont les outils, comment on peut être accompagné ou supporté pour sa recherche d'emploi au Canada? Donc, à Pôle emploi, il existe depuis de nombreuses années un service dédié à l'international, donc qui est assez peu connu, mais que voilà, on essaie de développer. Et nous avons depuis le 1er novembre une nouvelle organisation, et donc on fait de l'accompagnement sur 3 mois à la mobilité internationale. Donc, c'est une prestation qui s'appelle Active International. Et nous vous suivons pendant 3 mois de manière intensive dans votre projet. Bien évidemment, à l'issue des 3 mois, on fera un bilan et si besoin, voilà, on peut renouveler. Donc l'accompagnement, donc ça va être la préparation à la recherche d'emploi, l'identification et la mise en valeur des compétences, l'organisation de la recherche d'emploi, la rédaction de CV, puisque nous avons 2 ateliers spécifiques, donc ils peuvent vous aider pour le Canada, surtout l'atelier CV en anglais, mais on a aussi le CV en allemand, si voilà, il y a d'autres opportunités dans d'autres pays. Donc on vous aide à créer un CV dans ces langues-là. La rédaction évidemment de la lettre de motivation, la préparation à l'entrevue d'embauche. Donc on peut aussi vous préparer à effectuer vos entretiens d'embauche en anglais. Ça c'est possible avec les conseillers mobilité internationale. Donc le suivi. Et donc on a mis à disposition aussi d'outils numériques, des jeux vidéo, des tutoriels dans une plateforme qui regroupe tous ces outils-là. Et donc l'accompagnement, c'est des entretiens individuels, des webinaires et voilà un mélange des deux et voilà et des points réguliers pour votre projet. Et bien évidemment, nous avons aussi des offres d'emploi qui sont disponibles pour tout le monde, hein, même si vous n'êtes pas inscrit à Pôle emploi, et qui concernent toute l'international aussi.
Voilà, donc là, c'est ce que j'ai résumé, hein. Donc l'accompagnement, ça part vraiment des personnes qui ont un projet, une ébauche, comme ça peut être le cas, hein, pour certains d'entre vous. Donc là, voilà, on essaie, on a des ateliers méthodologiques aussi pour vous aider à vous y retrouver, hein, dans tous les méandres d'une recherche d'emploi à l'international. C'est pas évident. Et, euh, et en fonction du parcours, hein, petit à petit, donc on avance aussi comment trouver des offres d'emploi, comment afficher un profil LinkedIn intéressant. Donc voilà, on a des ateliers aussi sur les réseaux sociaux pour vous aider à construire votre projet. Oui, merci Claire pour toutes ces informations. Donc, c'est vrai une offre de services assez diversifiée. Donc là encore, on a quelques informations par rapport Oui, aux voilà. outils. Donc là, les outils, donc il y a Pôle emploi.fr, l'Emploi Store, hein, qui était une plateforme qui est dédiée à tous les outils qu'on peut retrouver pour une recherche d'emploi, la création d'entreprise et la recherche d'emploi à l'international. Donc avec tout un tas d'outils intéressants pour votre recherche. Et donc on a une page Facebook qui est accessible aussi à tout le monde, hein, Pôle emploi international. Et on a un réseau social qui est un peu privé pour toutes les personnes que l'on suit ou qui sont déjà parties mais qui restent dans notre réseau qui s'appelle Sphère et où là on a toutes les semaines une intervention, une animation. Là, c'est pas spécialement que pour le Canada, mais il y a énormément d'informations et l'actualité, bien évidemment, de nos équipes. Oui, merci. Alors, il faut savoir qu'il y a également d'autres outils qui existent là aussi pour mieux connaître le marché du travail canadien. C'est notamment un outil qui s'appelle Guichet Emploi, qui est un site du gouvernement fédéral qui va vous donner pas mal d'informations, comme je dis, sur les opportunités d'emploi et vos opportunités sur le marché du travail canadien. Donc, vous avez notamment sur le site de Guichet Emploi une page qui est dédiée aux candidats qui se trouvent à l'extérieur du Canada. Donc, il y a des offres d'emploi qui sont postées par les employeurs, donc ils savent pertinemment que les candidats qu'ils vont pouvoir éventuellement ou les candidatures qu'ils vont recevoir pourront venir de l'extérieur du Canada et qu'il y aura des procédures d'immigration à faire. Donc, ils sont conscients que ça prendra un petit peu plus de temps pour recruter à l'international. Donc là, c'est assez intéressant parce que ça permet là aussi de faire une recherche par secteur d'activité, par province et territoire et d'identifier les offres qui pourraient vous correspondre. Également, sur ce site de guichet emploi, il y a une rubrique dédiée justement à la préparation à la recherche d'emploi avec une information sur la conception d'un CV aux normes canadiennes, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dans son CV canadien. Il y a aussi un outil sur se préparer à l'entrevue d'embauche. Donc, toute une série d'éléments, d'astuces, de pistes pour aussi renforcer votre préparation à la recherche d'emploi. Alors, vous pouvez aussi, sur le site de Guichet Emploi, excusez-moi, ça fonctionne plus. C'est là. J'arrive plus à faire passer ma diapo. Petit. Donc, vous pouvez également parcourir les offres d'emploi sur le site de Guichet Emploi et notamment sont mises de l'avant toutes les offres d'emploi qui sont le plus en demande, donc ce qui vous permet d'identifier les secteurs les plus porteurs et les plus en demande, mais aussi d'identifier les secteurs où vous avez des opportunités. Vous pouvez faire une recherche donc par province, par territoire, en indiquant votre intitulé de poste. Donc, il peut être intéressant d'avoir déjà au préalable identifié son intitulé de poste et d'avoir aussi identifié le code de la classification nationale des professions qui correspond à votre profession, parce que ces éléments-là vont faciliter votre recherche d'emploi, parce que les employeurs utilisent souvent les intitulés de poste et les codes de la classification nationale des professions. Donc, il y a un travail de recherche à faire lorsque vous allez faire votre recherche d'emploi. Également, ce site de guichet emploi va vous permettre d'avoir l'information en temps réel sur le marché du travail canadien. Quels sont le nombre d'offres d'emploi en demande? Je pense que dernièrement, on était à plus de 800 000 offres d'emploi en demande sur le site de guichet emploi, avec un taux de chômage, une moyenne nationale de 5,7%. Donc, il y a des besoins.
Également, ce site de guichet emploi va vous donner une idée des salaires qui sont pratiqués dans les différentes provinces et territoires. Donc, ce qui va vous donner là aussi un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre ou ce que vous pouvez demander lorsque vous avancez dans votre processus de recrutement avec l'employeur. Gardez à l'esprit que oui, il y a le site de guichet emploi, mais faites aussi des recherches pour identifier des sites de recherche d'emploi spécifiques à votre secteur d'activité. Donc là, vous voyez sur la diapo quelques sites de recherche d'emploi qui qui sont dédiés, par exemple, à la culture, à l'éducation, au secteur du tourisme, hôtellerie, restauration. Donc, ça peut être intéressant de faire des recherches pour identifier ces sites spécifiques qui correspondent à votre secteur d'activité. Là, comme vous le voyez, il y a un réseau d'emplois avec des emplois dans le domaine administratif, ça peut être dans la gestion de projet, les technologies de l'information, donc vraiment des secteurs assez variés qui vont vous permettre, là encore, de pouvoir identifier les secteurs, les offres d'emploi qui pourraient vous correspondre. Donc, une fois qu'on a, je dirais, identifié ces stratégies, les recherches, etc., qu'on a même découvert des offres d'emploi qui pourraient nous correspondre, il va falloir lancer sa candidature et pour ce faire, préparer un CV aux normes canadiennes. Donc, Claire, je vais vous repasser la parole pour nous donner quelques pistes pour faire un CV aux normes canadiennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors un CV aux normes canadiennes, c'est vrai qu'un CV français, on a toujours un peu tendance à dire, voilà, sur une page. Je pense qu'un CV canadien, on peut détailler sur 2 pages maximum. Alors, tout à l'heure, j'ai regardé le CV que m'a présenté un candidat. Et j'ai trouvé qu'il était assez intéressant, mais je trouvais que c'était un peu du style liste déroulante, hein, voilà. Et je lui dis, mais il faudrait personnaliser un peu plus. Or, c'est valable aussi pour les CV français, mais là, en l'occurrence, c'était un acheteur. Moi, je pensais que c'était bien de voir le volume d'achat, la taille de l'entreprise, voilà, de détailler un petit peu. Et je pense que pour un CV canadien, enfin, vous me direz si c'est bien aussi voilà, de détailler qu'est-ce que vous avez vraiment réellement fait, développer un chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est un exemple pour ce type d'emploi. Donc contrairement à un CV français, pas de photo. Voilà, ne pas indiquer d'informations personnelles comme l'âge, le sexe, la situation matrimoniale. C'est vrai qu'on avait tendance un peu moins maintenant, hein, mais on a tendance à le faire aussi en France. Et utiliser des mots-clés. Alors, on a un webinaire, nous, qui à Pôle emploi, où on travaille aussi sur le CV et on utilise voilà, beaucoup de mots-clés et on vous explique un peu où les trouver et surtout en anglais, puisque je pense que pour le Canada, d'avoir un CV anglais, c'est quand même, c'est quand même très utile. Donc ça, c'est important parce que c'est pas forcément inné de les retrouver, d'avoir des listes, d'avoir des sites utiles où on peut retrouver ces mots-clés, c'est important. Donc voilà, on peut faire un CV chronologique, hein, un peu classique, ou alors par compétences ou voilà, au fonctionnel. Donc là, vous mettez vraiment en avant vos compétences. Et là, c'est plus pour voilà, si vous n'êtes pas dans votre cœur de métier, c'est en retirer voilà toutes les compétences que vous avez pour postuler pour un poste qui se rapproche à votre métier, mais qui est pas tout à fait identique. Donc là, ça peut être intéressant de vraiment détailler vos compétences. D'où l'utilisation de la CNP, comme tu disais, et de vraiment détailler toutes les tâches hein, de chaque métier pour coller le plus possible au métier canadien. Mais je pense que si tu voulais rajouter, oui. Je voudrais peut-être ajouter dans ce sens-là que le CV chronologique est de moins en moins utilisé et le CV par compétence est de plus en plus utilisé. Et le raisonnement derrière, c'est que il y a des nuances aussi au Canada parce qu'au Québec, ça va être un CV qui va être semblable à celui que vous avez en France. Mais par contre, au reste du Canada, la zone anglophone, nous qui sommes hors Québec, l'employeur met l'emphase sur le CV par compétence. Et la logique est la suivante. J'ai 100 CV devant moi, je vais passer à travers et après avoir passé les 100 CV, je vais me retrouver avec 2 piles de CV. 90 qui vont aller à la déchiqueteuse et 10 sur lesquels je vais revenir. Donc, en partant de là, j'ai à peu près 30 secondes à 1 minute par CV.
Et dans les 30 secondes à 1 minute par CV, j'ai 15 secondes pour être convaincu si je dois passer la minute suivante sur le CV. Donc, la première chose que je veux voir, c'est qu'est-ce que vous savez faire? Compétences. C'est important pour moi de savoir si je vous embauche, qu'est-ce que vous savez faire? Quelle est la plus-value que vous m'apportez? Compétences. Ça, c'est les premières 15-20 minutes. Je veux voir sur votre CV qu'est-ce que vous savez faire. Ensuite, vous l'avez fait où? Expérience professionnelle. Quand j'ai vu vos compétences, j'ai vu là où vous avez exercé. Maintenant, je suis curieux de savoir, vous vous êtes formé où pour faire toutes ces choses-là? Formation professionnelle. Donc, voilà un peu la structure mentale d'un employeur typique canadien, surtout un employeur hors Québec. Vous savez faire quoi? Compétences. Vous l'avez fait où? Expérience professionnelle. Et ensuite, vous êtes formé dans quoi ou où pour faire toutes ces choses-là? Formation académique. Vous voyez que c'est complètement l'inverse de ce qui se C'est fait en France. l'inverse, exactement. Et c'est pas Donc, plus mal. c'est une logique qui est, et ça fait en sorte que ces petites différences font en sorte que vous allez vous retrouver dans les 10 CV sur lesquels je reviens, ou alors dans les 90 CV sur lesquels je ne reviens plus jamais parce qu'ils vont à la déchiqueteuse. Donc, ça, c'est le petit plus que je voulais apporter. Oui. Et d'autant plus, hein, là, du coup, c'est adapter votre CV à chaque emploi. Hein, c'est vraiment toujours intéressant de cibler le CV, puis d'aller voir le site des entreprises, savoir aussi quelles sont leurs politiques, quelles sont leurs valeurs pour adapter votre CV à l'entreprise. C'est vraiment important. Donc voilà, une présentation claire. Comme tu disais, effectivement, en 15 secondes, on lit un CV, il faut 30 secondes. Il faut que ça soit clair. Il faut pas que ça soit noyé dans des images. Voilà, il faut pas que ça soit confus. Et, il faut que ça soit très clair. Oui, c'est très important parce que l'employeur sait ce qu'il cherche. Donc, vous n'allez pas l'impressionner parce que c'est lui qui a fait l'offre d'emploi. Il sait exactement ce qu'il cherche. Donc, ce que vous essayez de faire, c'est de vous assurer que ce qu'il cherche correspond à ce que vous avez à offrir. C'est pour ça que vos compétences doivent être simples, claires, directes, répondre à son besoin. Et j'ai vu, et j'insiste là-dessus parce que l'employeur prend le temps de créer son offre d'emploi. Il a pris le temps de le faire. Et c'est comme un langage, c'est une communication. Je vous dis ce que j'attends et vous répondez par rapport à ce que je vous ai dit. N'inventez pas pour moi ce que vous pensez que je pense. Répondez à ce que je vous ai dit. Ça, c'est très important. L'employeur vous a déjà dit ce qu'il attend. Son offre d'emploi est offerte. Donc, assurez-vous que quand vous mettez vos compétences en valeur, vous répondez exactement à ce que l'employeur vous dit. N'inventez pas pour l'employeur ce que vous pensez qu'il devrait penser. Donc, faites un CV adapté, vos compétences, où est-ce que vous avez exercé ces compétences, et maintenant, les formations que vous avez faites, soyez, comme on dit chez nous en bon français, straight to the point. Il n'a pas le temps à perdre. Si je passe 30 secondes sur votre CV, je n'ai pas de fioriture, je n'ai pas le temps d'aller regarder dans vos expériences professionnelles pour voir est-ce que vous avez la compétence. Vous pouvez être le bon candidat, mais vous retrouvez la mauvaise pile. Ça arrive à beaucoup de candidats. Ils sont le bon candidat, le parfait candidat, mais ils sont juste dans la mauvaise pile. Et une fois que vous avez la pile qui va à la déchiqueteuse, ils ne la touchent plus, ils ne reviennent plus dessus. C'est fini. Ça, c'est une affaire 1 minute, 30 secondes, 1 minute. Si vous partez dans la mauvaise pile, just too bad. Voilà, puis bien organisé pour que l'employeur aussi s'y retrouve, hein, par thème, hein, compétences, expérience, formation. Et effectivement, la formation plutôt en dernier. Voilà, c'est effectivement l'expérience qui va primer. Et l'idée derrière, si vous permettez, pourquoi est-ce que la formation est en dernier? Parce que dans le système canadien, on valorise l'expérience professionnelle. La formation, je peux l'avoir appris à l'école, formation académique, comme je peux l'avoir appris en travaillant 15 ans à faire ce métier-là. J'ai développé des compétences. C'est pour ça que la formation n'est pas la chose la plus importante. Vous verrez dans l'offre d'emploi, on va vous dire, ayez une formation dans tel domaine ou expérience équivalente. C'est parce que l'employeur juge que pourquoi on met la formation en dernier, ce n'est pas votre master qui impressionne l'employeur, il s'en fout plus ou moins. Sauf si c'est un domaine spécifique. Ce qui l'intéresse, c'est est-ce que vous pouvez faire le travail pour lequel il va vous payer? Si vous répondez à cette question, vous êtes correct. Parce que la formation, vous pouvez l'avoir eu avec votre master, mais vous pouvez l'avoir eu également en travaillant 15 ans à faire ce travail-là. Vous êtes plus
plus doué que quelqu'un qui a un master. Exactement. Et donc, les mots-clés importants, j'en ai parlé tout à l'heure, où effectivement, il faut que ça colle aussi à l'offre d'emploi. Et puis aussi, enfin, il y a l'intelligence artificielle hein, qui va les récupérer tous ces petits mots et qui va les comparer aussi. Donc, si c'est pas l'humain, c'est la machine, mais en tous les cas, il faut les mots-clés. Alors, donc, effectivement, ça paraît logique, mais rédiger le CV dans la même langue que l'offre d'emploi, hein, ça paraît évident. Mais bon, pas pour tout le monde a priori, mais voilà. Qualifiez vos réalisations professionnelles, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, dites les succès que vous avez eus, l'augmentation du chiffre d'affaires. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être illustrées pour prouver que vous êtes soit un bon manager, voilà, soit un bon commercial, un bon vendeur. Pareil pour un cuisinier, c'est pas pareil une cuisine. Si vous avez travaillé avec un 3 étoiles, chef 3 étoiles, le nombre de couverts aussi est important. Donc chiffré, chaque métier peut être voilà, chiffré. Ensuite, incluez vos expériences de bénévolat, parce que dans le bénévolat, il peut y avoir des compétences que vous n'exercez pas dans votre métier, voilà, comme faire de la comptabilité, faire de la communication, faire des événements, créer des événements. Donc le bénévolat peut vous apporter des points pour votre CV. Et évidemment, créer et mettre à jour votre profil LinkedIn. Donc, bien évidemment aussi, hein, vous avez la possibilité, si vous avez un LinkedIn en français, d'avoir une page aussi en anglais et de mettre aussi tous les liens et d'alimenter. Et donc, le LinkedIn, c'est un travail presque au quotidien quand on est en recherche d'emploi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez aussi. Merci pour ces informations. Alors, quelques exemples, on parlait de CV par compétence ou de CV chronologique. Ce sont deux exemples hein, de ce type de CV. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter là-dessus? On suffit de les regarder. Je sais pas. Donc, une fois qu'on a fait le CV, qu'est-ce qu'on fait pour la lettre de présentation? Comment la prépare-t-on? Est-ce qu'il y a des éléments à mettre là encore ou à ne pas mettre? Oui, alors c'est vrai, hein, la lettre de présentation, c'est toujours, c'est toujours un grand moment, vous qui sûrement, voilà, en fait tous les jours. Donc, si on peut, c'est adresser directement à la personne. C'est pour ça que le réseau est important. C'est pour ça que voilà, LinkedIn ou bien connaître l'entreprise pour laquelle vous postulez est important. Tenir un contact, ça peut être vraiment intéressant. Euh, Assez courte quand même, c'est pareil, hein, les 30 secondes, il faut que ça soit vite lu. Et puis, ça complète le contenu du CV. Hein. Vous répétez pas ce que vous avez fait, vous essayez de compléter, voilà, ou en fonction des attentes de l'entreprise. Pourquoi pas, ça peut être aussi une entreprise qui a des valeurs RSE, qui a des valeurs voilà, qui peuvent être importantes pour l'entreprise. Donc, ça peut être bien aussi de se mettre en phase avec cette entreprise. Donc, alors classique, hein, introduction aussi, et puis comment vous avez entendu parler du poste. Après, il peut y en avoir plein d'exemples hein, d'introduction. Le corps de la lettre, avec les raisons pour lesquelles vous postulez, les expériences et compétences en relation avec le poste, et voilà comment, surtout, vous pouvez être le candidat idéal pour l'entreprise. Peut-être pour ajouter, les gens ne se rendent pas souvent compte. Certains employeurs vont lire votre lettre de présentation après avoir vu votre CV. Mm. On pense toujours que c'est dans l'autre sens, mais en fait, ils vont aller voir si ça vaut le coup de passer du temps. Parce que c'est 2-3 minutes, là, c'est du temps. Mm. Parce que 2-3 minutes fois 100 CV, ça fait 200 minutes, là. Ça fait beaucoup de temps. Mm. Donc, il va avoir votre CV. Et si votre CV correspond à ce qu'il cherche, il est curieux de voir comment est-ce que vous formalisez votre raisonnement. Comment est-ce que vous vous exprimez. Alors, il est curieux, va maintenant aller lire votre lettre de présentation pour voir un peu, parce que c'est important qu'on sache que nous sommes des êtres visuels. Quand vous écoutez quelqu'un à la radio, vous créez une image de la personne par la voix. Vous vous dites, cette voix, ça sonne comme ça, donc cette personne ressemble un peu à ça. Vous avez une image mentale de la personne.
C'est la même chose avec le CV. Quand il lit votre CV, il se fait une image mentale de vous. Maintenant, la lettre de présentation lui permet de confirmer si l'image qu'il a eue correspond à la personnalité qu'il s'imagine. Et l'entrevue, maintenant, ça lui permet de mettre un visage sur l'image qu'il s'est créée dans la tête. Donc, il faut qu'il y ait un alignement entre ces trois éléments. Voilà. Et puis un moyen de contact, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile hein, maintenant, voilà. Un téléphone, enfin voilà, où vous puissiez être joignable. C'est vrai qu'avec la visioconférence maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais voilà, si vous facilitez toutes les démarches pour l'employeur pour qu'il puisse vous contacter, c'est déjà pas mal. Et je suppose que pour la lettre de présentation, c'est comme pour le CV, on l'adapte Ah à oui, on chaque, l'adapte à chaque, oui, à chaque poste. Et c'est vraiment très important, puis d'être joignable aussi. Hein. Je sais pas, nous dernièrement, on a fait des recrutements pour notre équipe. On avait vraiment un profil intéressant. On a essayé de la joindre 2-3 fois, c'était hyper urgent. Ben, on a pris l'autre candidate. C'est parfois ça peut se jouer à peu, donc c'est important d'être vraiment au taquet et puis de répondre rapidement. Et puis, ce qui peut être aussi utile à mentionner sur votre lettre de présentation, ce sont les programmes d'immigration auxquels vous pourriez être éligible. Si, par exemple, vous êtes éligible à un permis de travail sous le volet mobilité francophone, donc c'est un permis de travail qui est délivré aux candidats francophones qui ont une offre d'emploi dans tout type de poste à l'extérieur du Québec. Donc, si vous êtes éligible à ce permis de travail, vous pouvez le mentionner sur votre lettre de présentation. Même chose si vous êtes éligible à une des catégories d'expérience internationale Canada comme le PVT, la catégorie jeune professionnel, là aussi, indiquez-le. Si vous avez obtenu votre PVT ou si vous avez un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'étudiant travailleur temporaire, là aussi, mentionnez-le. Et bien évidemment, si vous avez obtenu votre statut de résident permanent, ça peut être aussi très utile de le mentionner parce que les employeurs connaissent pas forcément tous les programmes d'immigration. Donc, c'est bien aussi de les tenir informés, ça leur évite d'aller chercher en disant oh là là ça va être compliqué pour le recruter. Si vous lui mettez sous le nez, ce sont ces programmes-là qui s'appliquent. Ça peut justement l'inciter lui à poursuivre le processus de recrutement parce que il sait sous quel programme vous pourriez être embauché. Ça démontre également votre connaissance des programmes d'immigration, votre préparation dans votre recherche d'emploi et votre intérêt aussi pour le poste. Donc, n'hésitez pas à mentionner si vous êtes éligible à un programme ou un autre ou si vous avez déjà, si vous détenez déjà un permis de travail ou un statut de résident permanent. Donc, une fois que on a fait son CV, on a fait la lettre de présentation, on a envoyé ça à l'employeur, et l'employeur décide de vous contacte pour une entrevue d'embauche. Donc là aussi, quels sont, je dirais, les éléments à prendre en compte pour se préparer à cette entrevue d'embauche? Donc là, je passe la parole à Aïssatou. Merci beaucoup. Donc effectivement, une fois que l'employeur s'est fait une idée de votre image à travers votre CV et votre lettre de motivation, donc pour le confirmer, il va vous inviter à une entrevue. Donc il est très important de se préparer à cela. Il y a beaucoup de mécanismes pour le faire. Donc le premier serait de se renseigner correctement sur l'entreprise. À l'ère du numérique, toutes les informations sont disponibles sur Internet et même bien plus. Il y a des informations que vous pouvez avoir sur des sites comme Glassdoor où vous allez avoir des détails sur les salaires, sur le type d'entrevue auquel vous pouvez être confronté ou quelle est l'entreprise en fait pour laquelle vous avez postulé. Donc c'est vraiment important de se faire une bonne idée sur la culture de l'entreprise parce qu'en faisant ces recherches, vous allez peut-être être surpris et ne pas vouloir aller de l'avant. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut faire en amont. C'est ça aussi qui vous permet de personnaliser votre lettre d'entrevue et de faire la différence. L'idée, c'est vraiment de démontrer que vous avez choisi cette entreprise pour telle et telle raison. Et ça, c'est des informations que vous avez donc sur les sites Internet. Et ça peut être à travers aussi les rapports qui sont généralement disponibles en ligne. Tout est digital. Vous pouvez le faire aussi à travers votre profil LinkedIn. Essayez d'avoir vraiment une idée des personnes qui vous ont invité en entrevue avant de les rencontrer. Pour ce qui est des questions d'entrevue, ça aussi, ça se prépare. C'est des questions que vous pouvez anticiper. Il y a pas mal d'exemples de questions d'entrevue que vous pouvez trouver
Et je vous invite vraiment à les préparer, à les structurer, vraiment avoir des exemples en fait qui vous permettent d'apporter des réponses synthétisées à des questions aussi simples comme quelles sont vos faiblesses et quelles sont vos forces. Avoir d'avance au moins 3 exemples de chaque à citer. Et dans la question quelles sont vos faiblesses, on s'attend pas à savoir quelles sont vos faiblesses en réalité, mais plutôt quelle est votre capacité à surmonter ces faiblesses, comment vous avez relevé certains défis. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous présenter en toute sincérité, en toute transparence et de répondre aux questions de manière synthétisée. Vous pouvez préparer vos questions qui portent sur l'expérience professionnelle. Je vais vous donner un exemple très simple, comme ça vous allez pouvoir savoir comment structurer. Il y a une technique qu'on appelle la technique STAR. STAR c'est un acronyme, donc S pour situation, tâche, action, responsabilité. Donc, j'ai un exemple concret. Par exemple, si on vous demande de donner un exemple de situation où vous avez fait face à un conflit, comment vous l'avez résolu. Donc, si c'est la situation, par exemple, vous pouvez dire que en tant que chargé de projet, vous étiez chargé d'une équipe, vous aviez la responsabilité de cette équipe, d'un projet et qu'il y avait des délais, par exemple, qui sont assez serrés. Ensuite, vous passez à la tâche en elle-même. Quel était votre rôle? Donc, votre rôle, c'était vraiment de superviser l'équipe, de s'assurer que tous les éléments de l'équipe ont bien saisi l'exercice et qu'il y a une bonne coordination pour les tâches. Maintenant, vous vous trouvez dans une situation où il y a un conflit entre 2 membres d'équipe. Quelle sera votre action? Donc, l'action, ce serait de, par exemple, de faire une réunion entre ces 2 personnes-là, d'identifier le problème et de donner la parole en fait à chacun d'eux pour pouvoir avoir une discussion ouverte et trouver une solution, donc établir un plan d'action. Résultat, bah, vous avez fait une approche proactive, vous avez identifié les différents et vous avez pu réengager ces 2 personnes dans le projet, vous assurer il y a un respect entre les personnes qui n'ont pas, qui étaient en conflit, et surtout que le délai est respecté, et enfin que il y a un renforcement de la cohésion d'équipe qui arrive à la fin. Donc c'est la réponse courte normalement. Là, je vous l'ai fait un peu plus détaillée, mais ce serait comme ça en fait que vous pourriez structurer une réponse pour cette question, par exemple. Donc ensuite, il s'agirait de préparer des questions pertinentes à poser, c'est-à-dire que de la même manière que l'employeur a envie d'en savoir davantage sur vous, vous aussi essayez d'avoir le maximum de questions qui vous permettraient vraiment de savoir quel est le sens de cette entreprise. Ça peut être des questions très basiques, mais qui vont vous donner beaucoup d'informations, comme par exemple, comment vous décrivez une journée typique au sein de votre entreprise. Ça peut être aussi quel serait le délai de réponse que je peux espérer suite à cette entrevue. Savoir comme ça si vous devez relancer ou pas l'employeur et si oui, de quelle manière. C'est aussi un moment où vous pouvez essayer de découvrir les prochaines étapes justement suite à cette entrevue-là. En présentiel comme en virtuel, la préparation est très importante. Je vais vous raconter encore une anecdote où justement, donc les très importants, il faut être ponctuel, il faut s'assurer que le matériel fonctionne, qu'on a un cadre qui a le moins d'informations possible. D'ailleurs, vous avez la possibilité d'avoir des écrans verts derrière vous avec des logiciels comme Teams, Zoom. C'est possible d'avoir un cadre plus que correct. L'anecdote que je voulais vous raconter, c'est que j'ai passé une entrevue avec un candidat. Et il était dans son véhicule. Dans le plus grand des calmes, il pensait que c'était possible d'avoir une entrevue dans son véhicule et il y avait trop d'informations. En fait, j'ai passé le recrutement à regarder ce qui se passait derrière lui, parce qu'en plus, il y avait une personne derrière lui, plutôt que de l'écouter. Donc, ça, c'est c'est l'extrême. Je pense pas que vous allez être dans ce cas de figure, mais juste pour vous dire que voilà, le moins d'informations possible, quitte à avoir un mur blanc derrière soi, c'est préférable. Euh, L'entrevue virtuelle, il y a tellement de signes qu'on peut lire, ce qu'on appelle le langage corporel. Et vous allez voir, même souvent, vous allez avoir des entrevues où il y a plusieurs personnes. Ben, il y a des personnes qui sont dédiées spécialement à lire votre langage corporel. Donc, il faut vraiment faire attention à tout.
et faire une bonne impression, prendre le temps aussi, ne pas parler trop rapidement, vous assurer que la personne est attentive à vos propos, captiver en fait votre audience et normalement ça devrait aller. Calculer le bon décalage horaire aussi. Très important, c'est arrivé plus d'une fois que le candidat, je pense qu'il était encore plus exposé, arrive vraiment pas à l'heure du tout, loupe l'entrevue parce qu'il n'a pas pris en compte l'heure. Ça, même en interne, hein, ça arrive. J'avais rendez-vous avec Rabat à 9h30, mais moi, j'étais à mon heure à moi alors que c'était l'après-midi. Donc, c'est ça, soyons attentifs. Et il y a pas de gêne à poser la question, à s'assurer est-ce que c'est à votre heure, à votre fuseau horaire ou au mien. Comme ça, vous êtes sûr d'être à l'heure. Et pour les salaires, c'est pareil. Regardez bien la conversion. Enfin, posez pas la question de et c'est combien le dollar canadien? C'est des questions que je peux avoir régulièrement et c'est à vous les poser avant. Oui, tout à fait. Et puis, d'autres astuces, n'hésitez pas à vous approprier les questions. Il y a une petite astuce que je vous donne. Quand on vous pose une question, pour être sûr que vous l'avez compris, reformulez la question en vos propres mots. C'est ce qu'on appelle s'approprier la question. Et faites-la valider par la personne qui vous passe l'entrevue. Par exemple, vous pouvez dire, si j'ai bien compris, vous aimeriez savoir si X, Y, Z, il va dire oui. Ça lui permet de comprendre que, un, vous l'écoutez, deux, vous comprenez le contexte, et vous, ça vous permet de vous approprier sa question dans vos propres termes, et ça vous met à l'aise pour répondre à la question ensuite, parce que vous êtes approprié la question. Donc, n'hésitez pas au besoin à reformuler toutes les questions, appropriez-vous les questions. Ça, c'est une astuce. L'autre astuce aussi, le temps qu'on vous donne de poser les questions, utilisez-le. Les employeurs n'aiment pas les gens qui pensent qu'ils sont trop intelligents. On dit, vous avez des questions, ils disent non, j'ai aucune question. Ça montre que vous n'avez pas d'intérêt, vous n'avez pas fait de recherche, vous n'êtes pas intéressé. Il y a toujours une question sur la nature de l'emploi, c'est quoi les interactions. Il y a toujours une question. Utilisez ce temps-là, poser au moins une ou deux questions. Ça montre votre intérêt pour le poste, la position, ça montre votre intérêt pour la compagnie et ça engage l'employeur. Quand vous n'utilisez pas ces astuces-là, elles sont là pour vous, ça vous fait perdre des points. De façon inconsciente, ça vous fait perdre des points. Merci pour toutes ces informations utiles. Alors, on aborde la dernière partie de cette session d'information et ce qui concerne le marché caché de l'emploi. Il faut savoir qu'il y a à peu près 80% des offres qui sont sur le marché caché de l'emploi. C'est-à-dire que les employeurs n'affichent pas leurs besoins en ressources humaines. Donc, c'est à vous d'aller chercher pour pouvoir d'aller chercher ces offres sur le marché caché de l'emploi. Et ça passe par le réseautage. Donc, François, comment ça se passe pour avoir accès à ce marché caché de l'emploi et comment on développe son réseau? Merci beaucoup. En fait, le marché caché, quel que soit le milieu où vous vous trouvez, quel que soit le pays, c'est un principe universel qui marche. 80 à 85% des emplois ne sont jamais affichés. Elle passe par une personne qu'on connaît, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. On appelle ça le réseautage, d'autres vont appeler d'une façon différente. Donc, il est important, quand vous voulez pénétrer le marché caché, de développer une stratégie, un peu comme vous voyez sur votre écran. Donc, c'est quoi la stratégie? Je vais regarder avec vous là. Donc, contact professionnel et personnel lié à votre vie étudiante, professionnelle, associative, sportive. Ça veut dire quoi? On vous a parlé de LinkedIn. Allez dans les groupes qui rencontrent vos passions. Si vous aimez l'archéologie, allez dans les groupes d'archéologie. C'est comme ça. Ce sont ces connexions-là qui vous amènent des réseaux. Ça, c'est important. Donc, toutes ces connexions, quand on est étudiant, mais on se lie d'amitié avec des étudiants. Est-ce qu'il y a des échanges entre mon université et une université canadienne? C'est quoi les contacts? C'est quoi les groupes qui fonctionnent? Maintenant que tout est digital, là, il y a tout sur Et puis maintenant, il y a des organisations professionnelles. Inscrivez-vous. Chambre de commerce, association de X, association de Y. Allez à ces réunions, participez, soyez impliqués. Vous ne savez jamais qui est qui et qui vous rencontrez, avec qui vous faites vos emplettes, avec qui vous faites votre volontariat. Je prends une anecdote, je vais vous en parler tout à l'heure. Chambre de commerce, j'en ai parlé, agence de développement économique comme nous, des organisations, envoyez votre CV. Venez vous enquérir de ce que nous faisons. Faites-vous remarquer.
Soyez une identité remarquable, comme ça, on va se souvenir de vous. Parce que, bon, il y a 10 000 personnes là, c'est important que vous vous fassiez remarquer. Association d'étudiants et réseau de jeunes diplômés, et puis les réseaux sociaux, j'ai parlé de LinkedIn, j'ai parlé de Facebook, et puis maintenant les sites d'offres d'emploi. Envoyez votre CV. Parfois à chaud, comme ça, envoyez votre CV et puis vous ne savez jamais. Alors, je parle d'une anecdote parce que il y a un monsieur qui arrive dans une université. Il venait juste s'enquérir pour chercher. Il venait comme professeur, en fait. Et puis, il trouve une dame qui est en train de laver le sol. Elle passe la mop, là, elle passe le balai. Il arrive, je suis nouveau, je ne connais pas où est-ce que je vais. La dame dit, oh, vous êtes nouveau, j'arrive, OK. La dame le reçoit et bon. Un, il n'a pas regardé de haut en disant, mais c'est la ménagère ou c'est la femme qui passe le balai. Deux, il a été poli, avec tout le respect. La femme l'a orienté, l'a installé. Mais vous savez quoi? Le lendemain, quand il avait rendez-vous avec le recteur, c'était la dame qui était le recteur. Imaginez qu'il avait pris de haut et qu'il s'était comporté de façon malpolie, mais il allait perdre son emploi. Vous ne savez jamais avec qui vous êtes en train d'interagir. Ça, c'est important. Donc, le marché caché, c'est ça. Le marché caché, c'est comme on dit habituellement, quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui cherche quelqu'un. Et ça, c'est 85% des emplois. Vous ne les verrez jamais affichés, mais ils sont là. Donc, pour accéder au marché caché de l'emploi, déposez votre CV, multipliez les opportunités à nombreuses entreprises. Chaque entreprise a son propre processus, sa propre plateforme de recrutement. Échangez avec votre réseau, posez la question. Parce qu'on a un principe au Canada, c'est l'employeur va créer un incitatif. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans vos réseaux qui cherche l'emploi? Il y a un bonus pour ça. Donc, ce sont les collègues qui vont passer le mot pour dire, ben, mais je connais tel, il y a un ami d'un tel qui cherche, mais viens. Et vous voyez que si moi, je travaille dans une entreprise et j'amène Jean et je l'introduis, et vous vous envoyez votre CV, on ne vous connaît pas, qui a plus de chances d'être recruté? Bon, mais c'est Jean, parce que j'ai recommandé Jean. Jean a utilisé son réseau. C'est ça le marché caché. Donc, utilisez au maximum, mettez une veille média, comme ça vous avez des alertes quand les offres d'emploi tombent. C'est ça, maximiser le marché caché. Par exemple, on a Bilingual Job, Ottawa Job, SAS Jobs, le site Internet du gouvernement fédéral. Allez sur ces sites-là, créer des alertes et puis multiplier les CV, multiplier les contacts. Allez vous enquérir de ce que les gens font. Allez développer des réseaux interpersonnels. On valorise énormément ces choses au Canada, bien plus que la compétence technique, la compétence professionnelle. Et je vais finir avec une anecdote. On passe des entrevues, il y a ce qu'on appelle les hard skills et les soft skills. J'utilise le bon français. Par exemple, vous êtes comptable et on cherche un comptable. Dans le système ici, bon, je suis comptable. Donc, je suis évalué à 100% comme comptable. Sauf que dans le système canadien, je suis comptable, c'est un hard skill. On va m'évaluer sur la comptabilité, mais la comptabilité, elle compte pour 60% de la note. Et puis mes soft skills, est-ce que je m'entends bien avec mes collègues? Est-ce que je fais du volontariat? Est-ce que je suis impliqué dans la communauté? Ça va être évalué pour 40%. Alors, vous avez un candidat qui n'est pas très bon en comptabilité. Il est moins bon que vous. Vous avez une très bonne note en comptabilité. Vous faites 60 sur 60. Mais vous n'avez pas de soft skills. Vous avez 0 en soft skills. Parce que vous n'avez pas développé ces compétences-là. Et puis, vous avez un autre candidat qui est moins bon que vous en comptabilité. Il fait 40 sur 60 dans le hard skill en comptabilité. Sauf que dans le soft skill, il fait 30 sur 40. Quand on fait la somme des deux, il a 70%. Il est moins bon que vous en comptabilité, mais il a 70% de total de notes. Vous avez 60%, il est recruté. Et vous avez l'impression que non, c'est la mauvaise foi, on ne m'a pas bien évalué, c'est un parti pris. Non, c'est le système d'évaluation. Donc, il est important, et ça, c'est le réseautage, le marché caché, développer les autres ressources qui ne sont pas les ressources qui sont liées à votre boulot.
Nous, on encourage ça parce que quand on fait du volontariat, la personne avec qui vous faites du volontariat est le directeur général d'une entreprise qui va vous embaucher demain. La personne avec qui vous balayez la cour, vous ramassez les ordures, est l'ami d'un directeur ou d'une directrice. C'est comme ça que le réseau caché, c'est comme ça que le marché caché marche. Ce sont les réseaux qu'on développe. Donc, ça, c'est important si on veut bâtir sur le marché caché, de prendre la peine de ne pas juste focuser sur ce que je sais faire. Mais qui est-ce que je connais? Qui est-ce que je côtoie? Où est-ce que je vais? Dans quelle activité est-ce que je m'implique? Parce que ce sont ces personnes-là qui vont m'ouvrir des portes que peut-être je n'aurais pas ouvertes. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai eu pas mal couvert le sujet s'il y a des questions. Mais merci, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois pour avoir partagé ces informations très, très riches. Est-ce que, Claire, tu avais quelque chose à ajouter? Non, juste effectivement, les soft skills, on n'en avait pas parlé et c'est quand même très important, oui, à souligner. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci à vous qui êtes ici, mais aussi les personnes qui nous suivent en ligne, d'avoir participé à cette conférence. Elle est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver sur la plateforme du salon à partir du 8 décembre jusqu'au 31 mars 2024. Donc, elle sera donc pour toutes les personnes qui se sont inscrites sur la plateforme de Destination Canada Forum Mobilité. Et donc, vous pourrez revoir cette conférence en rediffusion toutes les fois que vous souhaitez jusqu'au 31 mars 2024. Donc, merci de votre participation. Pour les personnes qui sont ici, je vous invite à profiter du reste de la journée pour continuer à construire votre réseau canadien parce que Destination Canada, c'est aussi un bon moyen de développer son réseau et de mieux préparer son projet d'immigration. Merci à toutes et tous et à très bientôt. Au revoir.